Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Qui dit début d'année dit bonne résolution. Et donc j'ai eu envie de me pencher sur le sujet, et plus précisément sur le développement personnel. Petit rappel avant de commencer, ici comme d'habitude, l'idée n'est pas de critiquer les gens ou se contenter d'un lapidaire et inutile au chiotte le dev perso, mais d'aller creuser la petite bête qui peut se cacher derrière ces pratiques et, qui sait, vous donner envie de voir vos bonnes résolutions sous un autre angle. Pour changer un peu de format, j'ai le très grand plaisir de vous en parler avec une invitée, Mathilde Morinière, une sorcière moderne que j'ai d'abord connue à travers sa super newsletter, puis sa formation qui nous apprend à décrypter le tarot. Et ce que j'ai aimé dans son approche un peu particulière, c'est qu'elle nous invite à incarner le tarot, c'est le nom de sa formation, et de sortir justement de cette logique individualiste du tarot et par extension du développement personnel, pour politiser ses démarches. Autant dire qu'elle aussi, elle en a des choses à dire sur le sujet. Donc je vous laisse avec l'épisode du jour et ma discussion avec Mathilde. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour un peu spécial puisque j'ai une invitée. On va parler développement personnel avec Mathilde Morinière. Mathilde, bonjour. Bonjour Claire. Merci d'être là avec nous. Comme je l'expliquais en intro, je t'ai connue par ta formation sur le tarot où tu parles beaucoup de politiser le tarot et je me suis dit, tiens, je voulais parler pour les bonnes résolutions du développement personnel et t'avais l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Tout à fait. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Yes, et bah déjà merci pour cette invitation. En effet, je suis toujours ravie de pouvoir parler de, de ce sujet. Alors pour me présenter, je suis tarologue et j'aime bien me définir comme sorcière moderne. Voilà, parce que ça englobe un petit peu les différentes pratiques que je propose et puis aussi la vision que j'ai de ces pratiques. Voilà, je suis tarologue, je fais des séances en ligne, j'ai une formation en ligne comme tu l'as dit, je suis aussi prof de yoga et j'essaye d'apporter dans ces différentes pratiques une vision politisée et du bien-être et de ces pratiques en elles-mêmes. Une vision plus systémique aussi. Donc voilà, j'aime bien le terme de sorcière moderne parce que ça englobe la dimension en même temps féministe, politique, qui pour moi qui est vraiment voilà, Oui. inhérente à ce mot de sorcière. Il y a aussi la dimension du care dedans, hein, du soin, de prendre soin de l'autre. Et puis il y a ce rapport aussi à la spiritualité qui est hyper important pour moi, ce rapport à l'invisible. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 axes, on va dire, qui me passionnent et que comment dire? J'explore dans mes pratiques. C'est ça. On rappelle parce que certaines personnes font pas bien la différence. Spiritualité ne veut pas forcément dire religion. On n'est pas sur les mêmes, canaux. Je pense que c'est important à préciser. Je pense que je parlerai de ça aussi dans un épisode plus détaillé plus tard, mais ouais, avant de se lancer, on voulait aussi, toi comme moi, rappeler, on n'est pas sur un discours, «Oh chiotte le dev perso» comme certaines le tiennent et en gros, enfin, je juge pas, je comprends d'où ça vient. Parce que je trouve pas Mmh. ça très constructif et il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais, tu vas m'enlever ma béquille et je peux pas fonctionner sans». Donc c'est vraiment pas dire, c'est bon ou c'est mauvais, de toute façon je trouve ça pas très intéressant, mais plutôt, est-ce qu'on réfléchit bien à ce qui se cache derrière et après on garde, ce qu'on veut garder et on balance, parce qu'il y en a à balancer quand même aussi. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est un sujet qui touche toutes les sphères de nos vies parce qu'en développement personnel, ça peut aussi bien être apprendre à méditer qu'à faire de la cuisine, apprendre une langue étrangère, créer une entreprise, j'en sais rien, ça peut être tellement de choses, de la parentalité que j'en oublie forcément. Et par contre, voilà, toi comme moi, on est gênés par tout ce qui est la récupération capitaliste, colonialiste, l'appropriation culturelle qu'il peut y avoir. Enfin, il y a plein de choses pas belles quand même et il faut le voir, aussi. Ouais, c'est ça. Heu, donc voilà, justement pour commencer, toi tu parles de politisation, donc du dev perso,
Ça veut dire qu'il est dépolitisé, donc est-ce que tu veux nous dire ce que tu entends par là de la dépolitisation? Bah, alors le dev personnel, donc c'est, on va pas faire l'histoire du dev personnel, mais peut-être, rapidement, ça vient beaucoup de c'est inspiré de la psychologie, positive. Donc c'est un courant de la psychologie, qui promeut vraiment, une forme de responsabilité personnelle, l'idée que chaque personne est responsable de son bonheur. Ce qui, a tendance à passer, voilà, complètement sous silence les facteurs, sociaux, économiques, politiques, qui influencent, bah, voilà, la santé, le bien-être, de tout le monde. Et donc, bah, comme tu viens de le dire, je pense que, le gros problème, surtout avec le développement personnel, c'est que ça a été repris, pour servir, un agenda néolibéraliste pour, permettre de promouvoir, les valeurs oui, bah, d'hyper-individualisme, de surproductivité. À nouveau cette idée, hem, ouais, de responsabilité individuelle plutôt une responsabilité collective. Et mmh et comme tu disais, l'idée, c'est pas de tout jeter parce que je pense que le problème, c'est qu'il y a vraiment un manque de nuances sur ces sujets. C'est-à-dire Mmh. d'un côté des gens qui sont, voilà, complètement dépolitisés, qui sont à fond dans ces croyances-là de se dire: «Bah, non, mais en fait, voilà, chacun, je peux m'améliorer, je peux devenir la meilleure version, de moi-même». Quand on veut, on peut. On peut, exactement. Il faut voir le bon côté des choses, hein. Il y a aussi ce côté-là, le côté, positivité, toxique, hein, comme on appelle ça, donc Mmh mh. bah, on va en parler, mais enfin, j'imagine. Oui, Heu, oui, mais ce côté, voilà, tout va toujours bien et puis du coup, je me laisse pas ressentir, ce qui ne va pas et je ne me laisse pas non plus, nommer, bah, voilà, les problèmes, c'est ça. légitimes, socio-politiques que je peux rencontrer. Donc, voilà, d'un côté, il y a les personnes qui adhèrent complètement à ces croyances-là et puis, malgré elles, hein, parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose, ça aussi, on va en parler, mais qui est, une façon de voir les choses qui est beaucoup amenée, enfin, qui est partout, quoi. Dans le milieu de l'entreprise, voilà, dans les livres, dans les fictions, enfin, c'est un peu partout. Et hem et puis voilà, de l'autre côté, il y a un discours, je pense qui est aussi un peu réducteur, hein, un discours, de type, hem, que toutes ces pratiques-là, toutes les pratiques, de bien-être, développement personnel, spiritualité, que tout ça, bah, voilà, ce serait juste un truc un peu hem, de perché, ce serait un truc complètement, déconnecté, que ce serait un truc un peu de bonne femme. Il y a un côté, très, il y a beaucoup de Oui. misogynie aussi, derrière, voilà, le jugement qu'on peut porter, derrière ces pratiques-là. Et voilà, moi, ce que j'essaye de faire et puis ce qui me tient à cœur, c'est de trouver un peu un juste milieu, de se dire, «Non, ces pratiques-là, elles sont importantes, elles ont des compétences, pour moi qui peuvent être politiques», comme, voilà, l'introspection, de prendre conscience de soi-même, de ses besoins, de ses désirs, de ses limites et cetera. Mais il faut pas les dépolitiser, complètement, quoi. Donc une sorte de C'est juste ça. milieu à trouver. Je dirais même que c'est toujours politisé, mais pas dans le même sens. Il y a ce côté, toi, voilà, par exemple, un truc très à la mode et je le dis sans le juger parce que je me suis renseignée dessus en étant moi-même, concernée, c'est la dérégulation du système nerveux qui a l'air très à la mode en ce Mmh. moment et en soi, réguler son système nerveux pour guérir d'un trauma ou ne pas s'effondrer dans le burn-out ou pour plein de raisons, c'est une très bonne chose. Mais là où on tombe, c'est, alors je vais employer un gros mot, peut-être un peu fort, j'en sais rien, quoique, de fascisme Mmh. d'un monde très ordonné, très régulé et il faut pas d'émotions. Mais en fait, la régulation du système nerveux ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions, ça veut dire redescendre facilement et consciemment de ses émotions ou de son stress, peu importe. Exactement. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire ne pas se mettre en colère, ça veut dire ne pas rester en colère pendant 6 mois, c'est pas la même chose Non. et j'avais envie de l'associer à, quelque chose qui a fait jaser récemment,
Je savais même pas que ça existait, mais Pantone, apparemment, les couleurs font choisir une couleur tous les ans, voilà. Mais cette année, ils ont choisi le blanc parce que c'est calme, épuré, apaisant, alors que quand on voit le merdier politique, est-ce que vraiment, ce serait pas plutôt le rouge qu'il faudrait choisir? Et donc il y a ce côté, les émotions, enfin, Mmh. avoir des émotions, c'est être humain et finalement, il y a ce côté, c'est très politique et ça vient des Lumières, les rationnels, donc je le dis au masculin, qui vont séparer le corps et l'esprit. Il faut être qu'un esprit, le corps n'est qu'un véhicule et les émotions, elles sont dans le corps, donc c'est pas bien. Carrément, ouais. Et il y a ce donc c'est politique aussi, mais Et juste c'est pas la même. ouais. Et c'est ce truc-là, cette séparation, c'est vraiment un outil aussi de contrôle social du coup. Hein, Mmh mh. c'est ça aussi, qui est important à dire dans le Absolument. développement personnel, c'est que pourquoi est-ce que c'est aussi à la mode et que voilà, ça va être poussé, ces idées-là, elles vont être amenées dans les entreprises et cetera. C'est que ça permet de, bah, de garder les gens sous contrôle parce que des gens qui sont énervés, qui se permettent d'exprimer vraiment leur colère, d'exprimer vraiment leur, Mmh ouais, mh. leur rage, leur tristesse, bah, ça fait des êtres humains qui sont beaucoup moins manipulables, et beaucoup plus, puissants en fait, qui peuvent avoir un Oui, impact beaucoup plus puissant aussi sur le monde que des espèces voilà, de robots où tout est contrôlé, où tout est voilà. et c'est vrai que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, c'est ce qu'ils veulent, des gens standardisés, interchangeables. Et si on a chacun nos petites émotions, chacun notre tour dans notre coin, c'est pas très C'est interchangeable. ça. Et puis ça fout le bazar, Et c'est pas bien rangé quoi. Ça mmh, veut dire que pareil, ça stoppe la productivité, si on est, oui voilà, on a je sais pas un deuil, du coup qui nous rend, trop mal pour pouvoir, travailler, bah ça non, ça n'arrange pas donc même voilà, même dans le deuil, même quand on perd, quelqu'un, il y a un peu une idée de, bon OK, tu as le droit de prendre quelques jours et puis faut vite t'en remettre. et À encore, nouveau, tu es responsable de tes émotions, voilà, il faut prendre sur soi, il faut voir le bon côté des choses, mmh, faut digérer maintenant et allez, il faut passer à autre chose et tout ça toujours dans cette optique de rester productif, de rester bien rangé, de pas c'est foutre le ça. bazar dans la chaîne. Et oui, c'est la productivité et l'enjeu parce qu'il y a jamais, de bon ou de mauvais et la question c'est pourquoi tu fais les choses. Mais si tu fais toujours les choses pour être productive, que même tu vas te faire une marche parce que ça va te rendre plus productive, Mmh. c'est pas pareil que d'aller faire une marche parce que tu veux admirer le beau de la nature, j'en sais rien. Heu, il y avait, par exemple, quelqu'un qui expliquait que, bah, on parlait de spiritualité, mais que prier ou se connecter à sa spiritualité va générer, je sais pas quel neurotransmetteur dans le cerveau, mais il y a des effets observables, physiques. Alors en soi, qu'il y ait des effets observables physiques à la spiritualité, c'est intéressant. Mais si on commence à prier parce que ça génère je sais plus quel neurotransmetteur, là, on n'est plus trop dans le bon Exactement. enfin, Ouais, en tout cas, de ce que moi je jugerais le bon état d'esprit, ouais, de ouais. mon point de vue. Oui, bah, il y a vraiment un truc, ça revient aussi à cette idée que le corps, c'est un peu une sorte de machine qu'il faudrait hacker, hein, toutes Oui, ces idées aussi de biohacking où, il faudrait, optimiser. Il y a beaucoup cette idée, voilà, d'optimiser, son c'est ça. système nerveux, d'optimiser ses neurotransmetteurs, et de comment, du coup, être, plus fonctionnel, en fait. On en revient à ça. Et ouais, ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans Mmh la méditation. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis, mh. la méditation qui a été repris, comme un outil, dans les entreprises, voilà, à nouveau pour améliorer, le calme, la productivité, la Oui. concentration, enfin Ça évite d'avoir trop de syndicats et de grèves, hein, n'est-ce pas? Quand les gens sont calmes. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, on perd les mécanismes ouais, collectifs d'énervement et il n'en reste plus que la colère individuelle qu'il faudrait, endiguer et c'est pas exactement. et à l'inverse, il y a aussi des gens et de totalement bonne foi, mais qui vont tomber dans cette positivité toxique dont tu parlais, de par exemple la méditation, il y a plein des bienfaits et encore, on va nous dire qu'il y a beaucoup de bienfaits observables et cetera, mais souvent, par exemple, ces bienfaits vont être observés par rapport à quelqu'un qui ne fait Mmh. rien. Alors qu'en fait, faire, de la méditation enfin, quoi qu'on fasse, est toujours mieux que faire rien et faire une marche ou faire de la méditation, peut-être que par contre, la différence sera pas flagrante ou faire du macramé ou quelque chose qu'on aime bien, peu Ah oui, importe carrément. et à l'inverse, par contre, la méditation a des effets secondaires sur certaines personnes
Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des effets secondaires dans des méditations. Mais comme c'est pas reconnu comme tel, que tout le monde va s'improviser, je sais pas comment on appelle ça, directeur de méditation, conductrice de méditation, je sais pas comment on dit. Quand tu as des effets secondaires, c'est toi qui réagis mal et qu'il faut que tu fasses mieux et tu fais pas bien. Non, enfin, il y a des effets secondaires et c'est pas la panacée et on fait pas n'importe comment la méditation. Ouais, bien sûr. Bien sûr et pour moi, c'est pas, justement le fait d'utiliser que seulement comme un outil de régulation des émotions, pour être, de gestion du stress, c'est une grosse erreur parce que la méditation pour moi, c'est pas du tout un outil, enfin ça peut être hyper stressant et et heureusement maintenant on le sait un peu plus, enfin voilà, les personnes qui travaillent avec justement avec le système nerveux et cetera, le disent, si vous êtes dans un moment, vous faites une crise d'angoisse, vous êtes hyper stressé, le Ouais. dernier truc à faire, c'est d'aller méditer. C'est Je l'ai fait une fois et j'ai flashback traumatique, ça a été extrêmement violent, j'ai mis une semaine à m'en remettre, donc je confirme, c'est très faites pas enfin, c'est pas anodin, hein. c'est Mmh mh. beaucoup plus, complexe que ça et c'est voilà, c'est un outil qu'on n'utilise pas, hem, enfin voilà, qui pour moi ne doit pas être confondu avec une sorte d'outil thérapeutique de gestion des émotions et moi je le vois beaucoup plus comme quelque chose hem, comme une pratique spirituelle en fait. Mais dans ce cas-là, elle est Oui. pratiquée en tant que telle, quoi. Et c'est différent. C'est pas le même cadre, c'est pas les mêmes moments, voilà. Et alors toi, je crois que tu fais du yoga ou tu es prof de yoga aussi, si je dis pas de bêtises? Et je sais que moi je l'ai découvert avec le qigong que j'ai commencé il y a quelques années et enfin, je vais dire c'est pareil dans le sens où c'est les mêmes logiques, même si c'est des philosophies qui viennent de continents différents, enfin de pays différents, mais c'est les mêmes, principes. Et en gros, c'est tout le cours de yoga d'1 heure, 2 heures va te préparer pour pouvoir méditer ensuite et là, tu as pas du tout le même effet que juste: «Je sors de réunion, je médite, 5 minutes les pieds dans l'herbe». C'est pas du tout le même, Ouais, enfin la même philosophie, le même mécanisme, les mêmes j'imagine les mêmes trucs qui s'activent. oui, bien sûr. Bah, ça demande enfin, pour moi après voilà, c'est mais ma vision, c'est celle aussi d'une prof de yoga et pour moi la méditation, c'est quelque chose qui se oui, qui se prépare, quoi. C'est On ça. peut pas comme ça, comme tu dis, au bureau entre, je sais pas, 2 réunions, se faire 5 minutes de méditation. Enfin, on peut, hein, il y a des personnes, enfin voilà, Oui, si ça convient, chacun tant son mieux. peu en soi. Mais il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, se décrètent qu'elles détestent la méditation et que c'est pas pour elles, et que ça leur réussit pas du tout parce que justement elles l'ont pratiquée de cette façon. Bah ouais, C'est ça. ce que je comprends, hein, ouais. Et ce côté que et je pense que ça rejoint enfin, je vais utiliser le terme d'appropriation culturelle, on prend des trucs sans réfléchir et sans comprendre et justement ce côté, le yoga c'est la souplesse, c'est Mmh. très occidental et en fait le yoga te prépare, c'est pas la fin, c'est le véhicule qui te conduit à, soit Ouais. la méditation, soit le détachement, soit la clarté, enfin après Ouais, ouais, c'est une pratique qui est, encore une fois, voilà, qui est spirituelle et qui est vraiment une pratique, corps-esprit, hein, comme on dit. C'est mmh, pas uniquement, hem, souvent dans les cours, voilà, quand on va aller à un cours classique, de yoga dans un studio, en France, en Occident, voilà, ça se confond avec une pratique, uniquement physique, avec un cours de sport, alors qu'en réalité, oui, les asanas, la pratique physique, c'est une préparation à, un état d'esprit différent, un état de conscience, différent, à une élévation aussi spirituelle et si on regarde vraiment, voilà, à la base, il y a vraiment cette idée de libération spirituelle derrière le yoga et après ça ne veut pas dire qu'on est obligé de pratiquer du yoga dans cette optique-là, hein. Moi, je pense que ça peut être OK de faire du yoga uniquement, parce que ça nous fait du bien, sans forcément se dire: «Je vais devenir, voilà, un être éveillé, si je fais du yoga». Mais je trouve ça important pour autant oui, de savoir d'où ça vient, de de connaître s'intéresser. les origines, de savoir un peu ce qu'on fait et Mais c'est vrai que j'avais commencé ma petite liste parce que quand je commence à repérer un truc, après on se rend compte qu'il y a toujours d'autres exemples et c'est vrai que j'avais noté qu'apparemment les chakras tels qu'on les vend en occident avec les couleurs et les machins, c'est une invention occidentale. On peut avoir dans l'appropriation culturelle, j'avais noté, les accords Toltec. Alors le gars qui a écrit les bouquins, il vient de la culture Toltec, Mmh. mais quand on a quelqu'un qui vient de Picardie et qui sort ça, c'est de l'appropriation culturelle aussi finalement. Et c'est vrai que des fois ça va servir à ça peut être
un super outil, pour aller mieux, mais ça peut être un super outil pour, on parle de spiritual bypassing, de Mmh. contournement spirituel, on va s'en servir, se cacher derrière pour surtout pas, en fait, aller creuser. Par exemple, ah bah, il y a un accord Toltec, c'est: «Ah, j'ai fait de mon mieux». Ah bah, du coup, j'ai fait de mon mieux, donc tu peux rien me dire. Mais en fait, le développement personnel, ça implique de: «OK, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai chié dans la colle. Qu'est-ce que je peux qu'est-ce que la prochaine fois je pourrais faire mieux?» Si tu te dis juste: «J'ai fait de mon mieux», mais que tu apprends pas de tes erreurs et qu'en même temps, tu es en train de prendre les choses personnellement, parce qu'il y a aussi un autre c'est ça, c'est pas à la carte, c'est les 4 en même temps. Il y a tout ce côté. Mais c'est le problème avec toutes ces pratiques-là, je pense, l'accord Toltec, voilà, yoga, tout ça, c'est des choses qui sont sorties de leur, complètement sorties de leur contexte, qui ont perdu aussi dans Mmh mh. la dans le voyage, de leurs nuances, de leur complexité, et qui sont récupérées, un petit peu, comme tu dis, de façon à la carte, quoi. Quand ça nous arrange, Mmh. alors que ça voilà, ça a plus aucun sens de l'utiliser, juste, tout seul comme ça, enfin, en piochant ce qui nous arrange, sans prendre le tout. Par exemple, voilà, dans le yoga aussi, à la base du yoga, enfin, quand on regarde, voilà, la philosophie, c'est un peu bon, c'est plus complexe aussi de dire la base du yoga, ou le yoga c'est comme ça, ou traditionnellement le yoga c'est comme ça, parce que c'est hyper large. Même chose, Et oui, bien en fait, sûr. ça veut rien dire parce que voilà, c'est vraiment, il y a 1001 courants aussi de yoga. Mmh mh. Mais en tout cas, voilà, un des textes qui est le plus souvent cité, sur lequel on se base le plus souvent, qui sont les Yoga Sutras de Patanjali, donc qui va décrire la philosophie, le système du yoga. Ça commence vraiment par des règles éthiques. Oui, La base, le premier truc en fait qu'on apprend, qui est la première branche des 8 branches du yoga, c'est des règles éthiques voilà, de ne pas voler, de respecter son prochain, oui. enfin voilà, et ça pareil, c'est des choses c'est pas forcément la partie la plus glamour, donc souvent, bah, on s'y intéresse pas trop, et puis, bah, on préfère le côté, Souplesse. ouais, souplesse, voilà, un peu plus, peut-être un peu plus fun, alors que pour moi, c'est un tout, et c'est intéressant de le prendre comme un tout, quoi. Ah oui, oui, Mmh. carrément. Mmh. Et ça revient aussi, on parlait d'une dimension capitaliste et colonialiste, et ça revient de ça, c'est aller prendre des choses alors que pour les personnes, qui viennent de ces cultures, ça a pu être interdit ou encadré ou c'est jugé et tout, alors quand c'est toi qui le fais, c'est bien, mais quand d'autres le font, enfin, il y a tout ce côté, on prend un truc et on laisse le comme tu dis, on laisse le contexte, on dévalorise la culture et on prend l'outil, quoi. Ouais, et en plus, on voit qu'on le fait, à nouveau avec cette idée de séparation de corps-esprit, tu Oui, vois? Dont on parlait, quoi. Heu, Parce que c'est ça, c'est aussi une vision justement capitaliste et puis coloniale, hein, cette de domination de la raison, voilà, de la civilisation, hem, cette idée enfin, j'ai l'impression que parfois il y a un regard, enfin, c'est même pas une impression, il y a un regard méprisant justement sur heu, les pratiques, les philosophies, orientales, sur les pratiques spirituelles comme le yoga, un côté sur le côté, justement, spirituel, philosophique de ces pratiques. C'est-à-dire oui, qu'on va garder l'esprit purement physique en disant: «Ah bah, c'est intéressant en fait, ça nous permet voilà, d'avoir des corps plus forts, d'être plus souples, d'être peut-être plus concentrés, plus productifs», et à nouveau, voilà, on en revient oui, à là. Mais par contre, tout l'aspect, justement, éthique, philosophique, réflexion sur le monde, réflexion sur soi-même, connexion à quelque chose de plus grand que soi, connexion aux autres, tout ça, on laisse de côté avec un regard un peu aussi, oui, colonial, mais méprisant, jugeant, comme si c'était quelque chose d'assez naïf, d'assez primitif au final, et qu'on aurait, nous, on aurait dépassé tout ça, quoi. oui, parce qu'en fait, la philosophie, elle va aller contredire la philosophie Mmh. néolibérale aussi, il y a peut-être de ça, je pense. Enfin, je Mmh. connais pas hyper bien le qigong enfin le yoga, mais le peu que je connais de qigong, de taoïsme, ça c'est le taoïsme, la philosophie qui va avec, Mmh. c'est complètement pas du tout capitalisto-compatible, donc il y a peut-être Oui. aussi ce rejet de bah oui, faudrait pas trop écouter quand même, quoi. Ouais, 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 c'est vrai, parce que voilà, le yoga maintenant on le voit comme un truc comme la méditation justement, Oui, productif et cetera, mais à la base, il y a vraiment aussi une idée de détachement, c'est ça. heu, de détachement des possessions matérielles, de détachement de sa volonté, donc il Oui, y a un côté très anticapitaliste, très improductif, justement dans ces pratiques-là,
Oui. qu'on retrouve plus du tout, maintenant, enfin plus du tout, en tout cas qui sont rarement mis en avant, quoi. Et c'est ça et c'est vrai qu'il y a ce côté, on veut pas en fait alors les gens qui font à la base ces pratiques, oui, mais ceux qui vont nous les vendre, on va dire les gourous, encore un terme mal dévoyé, mais les gourous du bien-être et tout, ils veulent pas vraiment nous vendre le bonheur pour de vrai. Il y a besoin qu'il y ait cette anxiété en toile de fond parce que les gens qui sont vraiment heureux pour de vrai consomment beaucoup moins. C'est l'anxiété, les peurs et les machins et l'individualisme et l'isolement qui vont avec, qui prônent le consumérisme. Oui, ouais. Ouais, ouais. Oui et ça, c'est un aspect aussi important que justement ces pratiques-là, hem, à la base, c'est des pratiques qui impliquent les autres dans le sens, bah, par exemple, quand je parlais des règles éthiques Mmh, dans le yoga, quand je parle de la méditation, aussi je sais pas, dans le bouddhisme, il y a vraiment cette idée aussi de compassion, envers l'autre. Enfin, c'est vraiment des pratiques qui sont aussi faites pour améliorer, nos rapports avec les autres et pour nous permettre de vivre en société, de vivre ensemble et ça, pareil, c'est un truc qui est vraiment mis de côté et maintenant c'est vendu comme un truc, voilà, très individualiste avec cette idée, en fait, c'est des pratiques qui peuvent nous isoler encore oui. plus. Ça, voilà, on n'en a pas encore trop parlé, mais je pense que c'est un truc qui est aussi, qui est un de mes des critiques qu'on peut faire au développement personnel aujourd'hui, c'est qu'au lieu de nous reconnecter aux autres, de créer du lien social, c'est des pratiques qui vont nous amener souvent à rester un petit peu dans notre coin en se disant, bah, voilà, moi je vais me créer ma petite bulle une sorte de fausse bulle de bonheur, ou en tout cas de semblant de bonheur autour de moi, où tout va bien, où tout est calme, Mmh mh. où je peux gérer, où tout est sous contrôle et en fait tout ça, ça vient, ça joue aussi le jeu du capitalisme, du fascisme qui sont vraiment, enfin toutes les politiques comme ça, comme le fascisme, autoritaire, elles veulent qu'on soit isolé, quoi. Elles Ouais. veulent qu'on ne pense qu'à soi, elles veulent qu'on considère l'autre comme, un peu comme l'ennemi parce qu'il y a aussi de ça dans ce truc de positivité toxique, hein. On entend de plus en plus cette histoire, cette idée de, voilà, les autres, telle personne est toxique, donc il faut que je protège mon énergie. Donc voilà, je pose mes limites je veux pas de l'énergie de l'autre. Et puis voilà, je reste dans mon coin. Moi, je fais mes petites techniques. Je bois du matcha et je fais ma méditation et je lis mes livres et C'est je fais ça. du journaling. Et puis du coup, tout va bien et je veux surtout pas être polluée par l'autre et par ses bad vibes et par ses traumas et par ses émotions. Mmh. Et ça, c'est hyper dangereux, en fait, parce que ça vient vraiment, créer ouais, un terreau fertile pour après, des politiques, oui, on considère que c'est chacun pour soi et que l'autre est un ennemi, quoi. Et il y a plus cette responsabilité de responsabilité vis-à-vis des autres. On s'engage, enfin, quand on est dans un truc collectif et oui, des fois, tu vas être un peu fatigué et tout, mais il faut aussi enfin, tu t'es engagé, tu es responsable vis-à-vis des autres et cetera et on perd complètement ça. Il y a comme tu disais, ce côté, psycho, talk là de je protège mon énergie, Ouais. tu des mauvaises vibes et tout. Oui, ben OK. Peut-être que des fois, il y a machine, elle te saoule, mais en fait, quand vous êtes en relation, bah, des fois, faut bon, bah, tant pis et puis, enfin, tu peux pas abandonner tes responsables enfin, si, tu peux. Ils t'encouragent à le faire, mais c'est pas comme ça qu'on fait collectivité et quand tu parles d'individualisme et de chacun pour soi, j'avais envie de rajouter la compétition. Mmh. Parce qu'il faut être plus souple que l'autre, plus et je me souviens quand à un moment je faisais du pilates, il y avait ce côté: «Oh, mais tu es vachement souple et tout ça et moi j'y arrive pas». Mais en fait, on s'en fout, moi je suis hyper mobile. Mmh. Donc n'essaye pas de Oui. crois-moi, tu as pas envie d'être souple comme moi et ça pose plein de problèmes. Et je sais que quand j'avais commencé le qigong, ça m'a pris des mois d'arrêter de me comparer aux autres, ce qui était ridicule. Je le faisais avec des gens qui en avaient fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'était ridicule, mais j'avais observé ce conditionnement de comparaison permanente et j'ai mis des mois et justement, au début de la pratique, je m'attendais pas à ce que ma pratique, ce soit d'arrêter de me comparer et même limite, tant pis, enfin, j'ai peut-être une forme d'humilité, je sais pas, tu vas être mauvaise pendant encore 10 ans, ma pauvre amie, c'est pas pour ça qu'il faut se décourager, quoi. Mmh. Mais ce côté, ne te compare pas, c'est pas un concours et après quand on arrête de se comparer, c'est là qu'on voit qu'on reçoit beaucoup d'aide, de conseils, enfin, c'est vachement bien. Oui. Mais ça a demandé de recalibrer le logiciel, ça a été dur. Enfin, je m'y attendais pas perso, mais Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est là aussi la différence justement entre le développement personnel et la spiritualité. Moi, c'est 2 choses que moi, je oui, pense que c'est important de les séparer comme de c'est vrai, séparer religion tu as et raison. spiritualité.
C'est que pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui reconnecte, voilà, au monde, qui reconnecte aux autres et où il y a cette idée quand même de justement, on parle souvent, hein, de détachement de l'ego, donc bon, jusqu'à une certaine mesure, parce que ça aussi, ça peut être un discours problématique, parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'ego et de garder un peu de un peu d'ego quand même. Mais il y a, voilà, il y a cette idée au centre de, on n'est pas là, au contraire de nourrir cet esprit de compétition, bah, ça va nous freiner aussi dans notre évolution spirituelle. Alors que dans les pratiques de développement personnel, il y a un côté beaucoup plus, même si c'est pas dit directement, mais il y a un côté compétition avec soi-même déjà, hein, cette idée de ouais, devenir la meilleure version de soi-même, et puis ouais, il y a vraiment cette idée à nouveau de s'optimiser, d'être le plus efficace possible, hein, cette notion d'efficacité aussi. Donc il y a un truc comme ça de ouais, on cherche à faire plus, à être mieux, et du coup, ça nous met aussi dans une forme de compétition, quoi. Oui, oui, non, c'est vrai que tu as raison, la différence est importante. Ouais, ouais, ouais. Heu, j'avais, noté aussi oui, parce que j'aime bien citer des sources, des ressources pour que les gens puissent creuser Tu raison. et pour commencer, là, ce que ça m'a évoqué, c'est, tu parlais au début de, cette opposition entre les gens qui font du dev perso et qui sont des individualistes pro-capitalistes et Mmh. ceux qui n'en font pas, et cetera. Mmh. Et j'avais envie de citer pour commencer, Une révolution intérieure de Gloria Steinem, je crois que tu le connais aussi. Mmh. Où justement donc, Gloria Steinem, une féministe de longue date, qui au début était dans ce rejet, du dev perso et donc dans ce livre, elle réfléchit justement, elle a un peu changé son positionnement sur le sujet et elle repense à l'estime de soi, l'importance de justement, on a un monde qui détruit l'estime de soi de tout le monde, mais des femmes et des personnes minorisées, racisées et cetera encore plus, mais les autres aussi. Et justement de politiser, elle politise cette estime de soi et l'importance de le renforcer. Et la deuxième dont j'avais envie de parler, c'est Angela Davis, donc afroféministe, qui parle de self-care radical, donc pour les personnes, minorisées, racisées et cetera et qui a cette dimension justement collective et de se soigner dans un système qui te détruit n'est pas la même chose que se soigner pour compétitionner et être au sommet de la pyramide. Ouais. Je sais pas si ça t'évoque autre. Ouais, si, ça m'évoque plein de choses. Bah, les 2, les 2 personnes que tu as citées, hem, bah, enfin, du coup, 2 choses, différentes, que j'ai envie de dire, sur l'idée de enfin, sur ouais, l'estime de soi. Ça, je pense, c'est important aussi dans cette idée d'apporter de la nuance, comme on disait au début, à ce qu'on dit, que voilà, tout n'est pas à jeter dans le développement personnel, et de pas nous-mêmes jouer le jeu de mépriser les personnes qui vont utiliser ces outils-là. Je pense que c'est important aussi de capter que les personnes qui sont le plus touchées par ce discours individualiste du dev perso, c'est aussi beaucoup les femmes et c'est surtout les femmes qui consomment, du développement personnel et et c'est pas pour rien, c'est parce que malheureusement, c'est elles qui ont tendance le plus souvent à s'occuper toujours des autres, à se faire passer en dernier, à avoir besoin qui vont justement avoir besoin de prendre soin d'elles, d'apprendre à être plus, indépendantes, à poser leurs limites. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple de se dire, «Ouais, tout ça, c'est que des conneries», ces idées, Mmh. tu vois, voilà, qu'on disait, dont je parlais juste avant, hein, de penser à soi, de se protéger et cetera. Hem, il y a une nuance à apporter là-dedans, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour les hommes, ils ont pas besoin de le faire plus. Ils l'apprennent déjà, ils l'apprennent déjà très tôt à penser, ne penser qu'à eux, voilà, à poser leurs limites, à dire non, hem, à ne pas faire ce qu'ils ont pas envie de faire et cetera. Mais pour les femmes, et pour les personnes minorisées, racisées, LGBT, qui ont tendance aussi à subir justement, bah, des violences, des oppressions, au quotidien. C'est des outils au final qui sont précieux. Il y a pas tout à jeter là-dedans, quoi. Parce que justement apprendre à prendre,
apprendre à prendre soin de soi et puis à poser ses limites, ça peut nous protéger aussi, des autres, des violences au travail, des violences policières. Enfin, ça, c'est des compétences après qui nous permettent de dire stop, hein, et de se protéger, dans dans plein de situations. Donc, ça fait écho aussi je pense le succès du développement personnel auprès des femmes, ça fait écho à l'épuisement, légitime Oui. qu'elles ressentent aussi, quoi. Donc c'est plus complexe de juste se dire, voilà, non, tout ça c'est que des conneries, et de mépriser. Donc, en effet, je trouve que le livre de Gloria Steinem, il est vachement bien, pour ça, parce qu'elle, elle politise ça en disant, bah oui, non, ça peut être utilisé, tout en voilà, sans tomber dans, l'écueil de la dépolitisation, où on ne pense plus qu'à soi. Enfin, il y a un juste milieu quelque part, à trouver, quoi. Oui, comme on dit, un marteau, ça peut casser une vitre ou construire une maison. Enfin, on peut faire tout avec tout, mais voilà, c'est la question, c'est ce qu'on choisit. Non, je voulais juste dire, et du coup, par rapport à Angela Davis, un autre point, qu'on avait évoqué, avant d'enregistrer l'épisode, cette idée de community care aussi. Oui, heu, de soins, justement, de soins collectifs, de soins communautaires, qui je pense est un autre, bah, enfin on l'a déjà évoqué un peu, mais un autre problème de développement personnel. Donc ce côté, voilà, responsabilité individuelle, je dois prendre soin de moi, je suis la seule personne à pouvoir prendre soin de moi, les autres en gros, ne méritent pas mon énergie, ou voilà, les autres c'est pas mon problème. Ça, c'est à nouveau un terreau, très fertile pour le capitalisme, pour le fascisme, alors qu'à l'inverse, il y a cette idée de community care, qui est quelque chose qui a été amené, bah, par Angela Davis, par des autrices comme, Audre Lorde, des autrices, afroféministes, comme, Audre Lorde, comme Bell Hooks, mmh, par les Black Panthers aussi, pendant le mouvement des droits civiques. Vraiment mmh, cette idée de prendre soin des uns des autres, et au contraire de venir, nourrir ce nourrir nos relations, de venir, remettre de l'interdépendance là où il y a de l'hyper-indépendance, mmh. hem, d'apprendre à s'appuyer, les uns sur les autres, et à sortir de ce paradigme de: «Je suis un être, voilà, un individu isolé, et le monde est mon ennemi, et Oui, je dois, m'en sortir seul face aux autres», quoi. oui, oui, c'est très important. Je voulais faire un focus sur le monde dans l'entreprise. Bon, je crois que toi comme moi, on est freelance et ça, en fait, ça s'applique aussi d'une façon un peu différente au monde des freelances. Mais c'est vrai que le développement personnel, on le voit, beaucoup aussi, tu parlais de psychologie positive, c'est beaucoup les happiness managers et compagnie. Et là, je viens de terminer un livre, alors c'est Happiness Industry, donc l'industrie du bonheur, où il étudie tout ça, d'où ça vient, comment c'est arrivé, et cetera, et les conséquences que ça a. Et et justement, on revient avec ce côté, le bonheur, n'est pas une fin en soi, tout comme aller, se faire une marche, en forêt n'est plus une fin en soi. Il explique que le bonheur est devenu une ressource, un capital, un avantage compétitif à exploiter puisque les gens heureux sont plus productifs, c'est quand même bien foutu. Et donc en fait, les entreprises veulent pas ton bonheur, elles veulent ta productivité. Et il a cette phrase: «C'est plus l'argent qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait l'argent». Et j'ai trouvé que c'était, ça fait un peu froid dans le dos, mais j'ai trouvé que c'était important, comme cette idée. Et il explique aussi que, enfin, il émet cette hypothèse plutôt, que l'ennui, l'absence d'enthousiasme et d'activité, donc les gens qui glandent au boulot, je résume, ce serait une menace plus grande pour le capitalisme qu'une révolution ou une crise financière. Mmh. Et que du coup, ça explique pourquoi la psychopositive, et cetera, bref, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus? C'est flippant, hein. Ouais, bah, non, tout est dit, mais non, ça m'évoque aussi, quand on parle d'industrie, du bonheur, c'est que, ouais, de se méfier, parce que le capitaliste, il fait ça très bien, de venir, capitaliser justement sur les problèmes que lui-même il crée, Oui. et après nous vendre des solutions. Et il y a toute, enfin voilà, l'industrie du bien-être, elle est, je sais pas c'est combien de milliards, mais Beaucoup, beaucoup de milliards. c'est enfin voilà, elle va bien, en tout cas, elle est Oui. en bonne santé, on va dire, quoi. Et elle vient justement
nous revendre des solutions, bah, ouais, avec le développement personnel, tout les Mmh. bien-être, des retraites, même voilà, Des nous retraites, mais vendre pas nos la retraite. communautés, de quoi? Des retraites, mais pas la retraite. C'est ça, des retraites, c'est pas la retraite, celle qui serait, celle qu'on voudrait. C'est ça. Mmh mh. Et comme enfin, comme on dit, c'est pas, jeter j'aime bien cette expression, jeter le bébé avec l'eau du bain, ça fait toujours rire. Mais, en fait, quand il y a un problème de ce genre, que ce soit, le travail, la pauvreté, enfin, tous ces problèmes, il y a toujours 2 façons de solutionner les choses. On peut changer les circonstances extérieures ou on peut Mmh. changer la réaction qu'on a face à cette circonstance. Le Mmh. problème ici, il est qu'on n'utilise qu'une seule facette. On ne va pas changer, ben, pour le monde de l'entreprise, les conditions de travail, la rémunération, les avantages sociaux, j'en sais rien, enfin, les heures de travail et compagnie. On veut nous faire travailler de plus en plus et cetera, mais juste tu dois, le faire avec le sourire. Enfin, c'est une espèce de, ouais, dictature du sourire, quoi, c'est quelque part. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais et puis ça, c'est très vrai sur le enfin, en fait, c'est une bonne synthèse et dans le monde du travail, et en général, un peu justement la Oui. nuance apportée au développement personnel qui est que, pour moi, c'est 2 choses qu'on peut faire, et qu'on devrait faire d'un même front, enfin, en même temps. C'est-à-dire échanger, aller vraiment s'attaquer aux causes qui font qu'on a besoin de ces pratiques, aujourd'hui, hein, à toutes tout ce qui fait qu'il y a autant de mal-être dans nos mondes, à la précarisation, voilà, la destruction des services publics aussi, les ultra riches qui dominent, la planète et qui sont favorisés, Mmh. par les gouvernements, enfin voilà, toutes les politiques, justement, racistes, coloniales, le monde du travail, voilà, ultra-capitaliste, enfin toutes ces Mmh mh. choses-là. Oui. Donc d'un côté, à venir, s'intéresser à je sais pas si détruire, on va y arriver, on peut espérer, mais en tout cas, aller effriter, peut-être, tout ça, aller attaquer, tout ça et puis de l'autre côté, prendre, ne pas jeter le bébé avec, l'eau du bain, dans le sens que ces pratiques-là, elles peuvent nous permettre de nous recharger aussi, de nous reposer, de trouver des forces, Mmh. pour justement continuer à lutter, pour pas nous laisser, et même en dehors de la lutte, pour juste ne pas, pour minimiser, on va dire, les dégâts, quoi. Hein, Oui, heu oui, et oui. c'est la fameuse phrase, justement de Audre Lorde, qui disait, voilà: «Le self-care, pour moi, c'est un acte de», alors à chaque fois, je vous la citer et j'arrive pas à la citer exactement, mais elle dit quelque chose comme: «C'est un acte ce n'est pas un acte égoïste, mais c'est un acte d'autopréservation et c'est politique, quoi». Hein, donc Oui. c'est il y a vraiment cette idée-là, quoi et du coup, ouais, c'est pareil dans le monde du travail, hein, comme tu disais, hein, il y a un côté où, bah, au lieu de s'attaquer, vraiment aux vrais problèmes, pourquoi est-ce qu'il y a une épidémie de burn-out, par exemple, c'est un bon exemple, hein, de parler du burn-out, aujourd'hui, je sais s'il y a je sais pas, je crois que j'avais vu je m'étais noté les stats quelque part, mais des milliers de personnes qui seraient en burn-out, Ouais. en France, quoi. Et la réaction, enfin voilà, la réponse des entreprises, c'est de proposer, justement, voilà, un cours de yoga en entreprise et puis, quelques séances de psy et puis, pas de remettre, en question la façon dont ces entreprises fonctionnent, qui sont Oui. des entreprises à créer des burn-out, en fait, enfin. Alors que le burn-out, le problème n'est pas tant le repos, même si ça peut être utile, c'est, la perte de sens bien souvent et dans les entreprises, les machines à burn-out comme tu dis, Mmh. c'est qu'il y a de moins en moins de sens dans le travail. C'est, on te paye pas pour réfléchir, ce genre de choses. C'est fais ce qu'on te dit sans poser de questions et des tâches, fragmentées de plus en plus qui n'ont plus d'intérêt, quoi. Et oui, et ce que je voulais dire aussi quand tout à l'heure tu faisais la liste des problèmes qu'il y a, je voulais rajouter le problème de l'écologie et alors là, on dépasse un peu le cadre du dev perso pour, rentrer dans le domaine de la psycho, mais qui serait un sujet aussi à part entière très intéressant. L'éco-anxiété, c'est ça qu'on veut essayer d'endiguer. Genre l'éco-anxiété, il y a anxiété dedans, alors c'est pas bien et le climato-sceptisme par contre, c'est pas une maladie mentale. Enfin, c'est pas pour donner des concours d'étiquette psycho, mais il y a c'est pour montrer que c'est flagrant
c'est l'éco-anxiété qui vous pose problème à vous, c'est pas Ouais. Oui, le c'est pas l'état du monde, la crise écologique, c'est l'éco-anxiété qu'il faut il soigner, faut ouais. faut apprendre à gérer son éco-anxiété, pas, défoncer les data centers ou je ne sais quoi ou enfin bref. C'est Ouais, ouais. flagrant, c'est ça montre bien Oui, que c'est là, vraiment le dev perso, il est à fond pour dépolitiser, à fond. ouais. Ouais, ouais, c'est ça, voilà, c'est vraiment cette idée de traiter les problèmes comme si c'était des problèmes individuels et pas des problèmes, collectifs et politiques. Tu es pas assez résiliente parce qu'il y a ça aussi, toute cette dimension Oui. de faut être résiliente. Et alors, bah, toujours dans le livre là sur l'industrie du bonheur, il expliquait que les recherches sur notamment la résilience, mais aussi, la contagion sociale et la prise de décision, ce genre de choses, enfin tout plein d'aspects, qui rentrent dans la psychologie du bonheur, ça vient de recherches militaires. C'est pour rendre les soldats plus résilients ou alors pour les aider à mieux se faire accueillir dans les pays enfin j'allais dire colonisés, envahis est le terme qu'il emploie, les pays envahis. Heu et étudier la contagion sociale, c'est aussi un moyen d'éviter la diffusion des troubles sociaux. Parce que la Mmh. colère, la dépression, ce genre d'émotions, ça se diffuse très vite, d'une personne à l'autre. Donc il faut éviter d'être en colère, sinon tu vas rendre les autres en colère et ce serait quand même bien embêtant si tout le monde se mettait en colère en même temps. Et donc il y a cet aspect militaire quand même qu'on oublie, Bien sûr, ouais, mais c'est fou, hein. qui est caché derrière et c'est pas faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est pas anodin, quoi. Ouais, ça aussi, ça fait froid dans le dos, quoi, de se dire, ouais, d'où est-ce que ça vient, tout C'est ça, toute cette idée-là, toutes ces idées-là qui nous paraissent, du bon heu, sens, oui, jamais du bon sens et puis jamais de bon bienveillant, sens. quelque chose pour nous c'est là pour nous aider, non, c'est vraiment, ouais, Faire des bons petits soldats, littéralement. Et après on le fait soi-même tout seul parce qu'on a intégré le discours dominant. exactement. Voilà, voilà. Bref! Et surtout, soyez heureux! N'oubliez pas ouais, non, c'est vrai que, on retombe sur la psychologie positive de toujours être heureux, mais en fait, on a 50-50 d'émotions positives et négatives. Quand on est régulé, justement, on est censé avoir 50-50 Bien sûr. et il faut pas l'oublier. Et je voulais juste finir sur tu parlais de contrôle social au début de l'épisode et c'est vrai qu'il faut aussi voir cette dimension. Par exemple, il y a plein de gens qui ne jurent que par la CNV, la communication non violente. Moi, personnellement, quand je l'ai vécu dans ma vie, c'était toujours pour me faire fermer ma gueule. J'ai jamais vu et du coup, ce que j'ai trouvé extrêmement violent. C'est tant que tu as pas, bien, les règles du jeu, tu as pas le droit de jouer, donc tu fermes ta gueule et il y a cette soumission, ouais et diabolisation de la colère et puis moi, je suis pas c'est pas de ma faute si tu es en colère, c'est ton problème. C'est Ouais, pas moi qui t'ai mise en colère. C'est pas grave si, tu m'as répété 10 fois la même chose et que je t'ai pas écouté, si tu es en colère, c'est à toi de gérer ta colère et tu viendras quand tu seras calmé. Toi, c'est le gamin que tu envoies dans sa chambre parce qu'il a fait une bêtise, quoi. En gros, c'est ça fait on n'est pas des enfants, on est des adultes, bon sang. ouais, ouais, c'est hyper violent et à nouveau, c'est un discours, voilà, qui est très binaire, enfin, qui manque, profondément de nuances parce que, je pense que d'un côté, oui, on est en partie responsable, pas de nos émotions, mais de nos réactions, de la Oui, façon dont on décide voilà, ce qu'on décide de dire, de réagir, oui, oui. et en même temps, enfin, voilà, les choses, elles sont jamais aussi, binaires, comme ça, de c'est l'un ou l'autre. On est en partie responsable de nos réactions, en tout cas, et ces réactions, elles sont aussi, enfin, on est des êtres relationnels, en fait, donc Mais oui. on n'est pas séparés, des autres et c'est aussi le reflet de ce qu'on nous fait subir. Enfin, voilà, Et à oui. nouveau, c'est comme dire à une personne, je sais pas, une personne, racisée, que si quelqu'un, voilà, l'insulte dans la rue, de dire: «Ah bah non, mais Ta ah réaction, ouais, elle était tu pas bonne. traité de sale noire? Ah bah ta réaction, tu devrais gérer tes émotions, tu n'as pas à être en colère», enfin, Mmh, voilà, on voit bien que c'est complètement ouais. absurde, quoi. Mais des fois, enfin, moi, évidemment pas le racisme, mais en termes de grossophobie, ça a déjà été enfin, on m'a déjà sorti ça, tu sais. Quelqu'un qui fait une remarque grossophobe, je le renvoie dans ses 22. Ah mais quand même, Ouais. bah ouais. Mais alors si tu me tiens responsable de mes réactions, je veux bien l'entendre, mais tu es responsable aussi de ce que tu as dit avant, quoi. Enfin, c'est les 2, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2. Sinon ça marche pas, c'est du contrôle et le plus fort, Ouais, c'est clair et enfin, qui est un pas exactement la même chose, enfin,
Mais je voulais ajouter aussi là-dessus, sur le sujet des émotions, hem, parce que tu as commencé, oui, à en parler, cette diabolisation, voilà, des émotions, de la Mmh. colère, tout ça. Je pense ça aussi, c'est un gros problème, c'est un gros sujet qui fait qu'on est aussi enfin, ouais, on a cette idée que, voilà, le bonheur, ce serait de ressentir que des émotions positives, Mmh mh. tout le temps, et que c'est voilà, être en colère, avoir peur, être triste, c'est un problème, voilà, c'est un bug, c'est que, soit on a mal géré ses émotions, voilà, on est immature, soit ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment dans notre vie, enfin et je pense que c'est important aussi de se souvenir que, ouais, que toutes les émotions, enfin, ça paraît bateau, quoi, mais toutes les émotions, elles font partie de notre expérience en tant qu'être humain, elles font partie Mmh de mh. la vie. Le but, en fait, c'est pas d'arrêter de ressentir de la colère, de la peur et de la tristesse. Et je pense que Oui. ce discours-là aussi, il y a plein de personnes qui l'ont intégré et du coup justement, qui utilisent le développement personnel en se disant: «Bah, grâce à ça, je vais arrêter, j'aurai plus jamais peur et je serai plus en colère et ça va être génial», mais ça a jamais été le but, quoi, et ça devrait pas être le but. À Mmh. nouveau, parce que comme on l'a déjà dit, les émotions, elles sont précieuses aussi, à un niveau, collectif, même politique, hein. S'il y a pas de colère, il y a pas de révolution, par exemple, quoi. Mmh mh mh. Et juste tout simplement, en dehors de l'utilité des émotions, elles sont là, en fait. On va jamais réussir, on peut faire autant de méditation, de tout ce qu'on Oui. veut, on va jamais réussir à ne plus avoir d'émotions et si on réussit, c'est pas trop une bonne nouvelle, quoi. Ben non. C'est quelqu'un qui va me dire: «Ah bah, c'est bon, moi je ressens plus jamais de peur, de colère, tout ça», je vais dire: tu Mmh. bien réprimé tout ça, quoi». C'est refoulé, ça va ressortir et ça va Ouais, faire mal c'est et juste, c'est pas possible et c'est pas souhaitable, quoi, donc ah mmh. oui et ça fait très, ouais, mécanisation finalement. Parce que et c'est ce que veut enfin depuis la révolution industrielle, le monde du travail. Bah, d'abord, c'était mécaniser les corps, dans les usines. Maintenant, c'est mécaniser les émotions parce qu'on est de moins en moins, alors ça dépend qui, mais dans un travail physique, donc c'est un travail mental et donc il faut, le mental et je pense aussi qu'il y a ce côté, cyclophobie, le rejet des cycles, le vouloir être toujours régulier tout le temps. Que ce soit en été ou en hiver, on a quand même maintenant de la dépression saisonnière. Alors qu'avant, c'était: «Oh là là, c'est l'hiver, je vais, bah, dormir en fonction du soleil, donc plus longtemps». C'était normal, enfin, ça devrait toujours l'être. Ou alors, les cycles, le menstruel, pour les personnes qui ont un cycle menstruel, ça va être, Ouais. tu vas avoir des périodes, oui, où tu es moins efficace et tu fais la sieste et puis il y en a d'autres où tu vas et faire plein de choses et en soi, vouloir l'un mais pas l'autre, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est pas on n'est pas des machines et c'est pas souhaitable de l'être et aussi, je pense au-delà de ça, c'est collectivement s'autoriser à merder de temps en temps. Ouais, bah, tu as beau faire ta méditation tous les jours et une fois de temps en temps, tu vas être de mauvaise humeur et tu vas envoyer chier la personne. Bon, enfin si c'est, comment dire? Ponctuel, on va peut-être pas Mmh. non plus épiloguer pendant 3 heures dessus. Enfin, c'est Oui. pas Ouais. on en Ouais. fait une montagne que ça n'est pas, quoi. Bah, il y a vraiment cette idée, d'apprendre aussi enfin, d'arrêter d'avoir peur du conflit. Tu vois, tu parlais de la CNV, tout à l'heure, il y a cette idée un peu derrière que, voilà, le conflit, c'est forcément un manque de communication et qu'on devrait jamais être en conflit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense Mmh mh. que c'est OK d'être en conflit, par moment. C'est OK qu'il y ait de la friction, c'est OK qu'on exprime aussi de la colère, évidemment dans une certaine mesure quoi, voilà, on Oui, va on va éviter, la violence, bien sûr, absolument bien sûr. enfin extrême, et l'idée c'est quand même de pouvoir quand même, communiquer, mais on a hyper peur aussi on a hyper peur du conflit quoi. Mmh mh. Alors qu'en soi c'est juste des émotions qui s'expriment quoi et à nouveau, comme tu dis, si c'est voilà, c'est ponctuel, bah, c'est OK après voilà, on peut être en conflit puis après on peut en parler, calmement, et voilà et se calmer, même, s'excuser, si on sent qu'on a un peu dérapé, qu'on a un peu abusé et voilà, on passe à autre chose quoi. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on s'était dit, qu'on voulait dire, à moins que tu aies quelque chose, que tu veuilles rajouter. Bah, non, ça me paraît, ça me paraît déjà,
Ça me paraît déjà pas mal. Non, peut-être, voilà, non, si pour ma conclusion perso, j'aurais envie de redire, on l'a dit plusieurs fois, mais voilà, cette idée de garder de la nuance, Oui, de, le fait de juste de réfléchir à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait et à qui est-ce que ça profite, en fait. c'est ça. Heu et que, on peut d'un côté utiliser, ne pas jeter complètement tout ce que le développement personnel, tout ce que les pratiques de bien-être nous proposent. Évidemment, en plus, moi, je suis tarologue, je suis prof de yoga, donc enfin, si je croyais pas à ça, Tu ferais pas. je ferais d'autres métiers. Je pense que ça a vraiment quelque chose à nous apporter. Je parlais à un moment de, voilà, de nourrir aussi cette compétence d'introspection, de se permettre d'être plus connecté à soi-même, connecté à ce qu'on ressent, à ses valeurs, à ses besoins, à ses désirs, à nous apprendre aussi plus à les exprimer. Tout ça, je trouve que c'est voilà, hyper précieux et essentiel d'un point de vue individuel comme collectif et politique. Et d'un autre côté, voilà, tout ne se fait pas dans l'individuel. Je pense que voilà, le communicaire, le soin collectif, la responsabilité collective, tout ça, c'est vraiment le futur aussi. C'est vraiment aussi ce qui nous guérira en profondeur, j'ai envie de dire. Et ça passe aussi par des décisions, oui, des décisions politiques, quoi, et pas à nouveau politiques collectives, et pas juste qu'est-ce qu'on bricole chacun chez soi, quoi. Oui. Et est-ce que tu veux nous donner, une ressource que t'aimes bien, que t'as envie de partager, un livre, un film, peu importe quoi? Bah, sur l'industrie du bonheur, il y a un documentaire, Arte, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Attends, bien sûr, je ne l'ai pas noté, je vais regarder rapidement. On mettra le lien si tu le retrouves. Le business du bonheur, voilà. Ouais, Le d'accord. business du bonheur qui est, voilà, qui est intéressant là-dessus. Attends. Vous avez il y a le livre de Camille Test, Politiser le bien-être, voilà, Ah qui oui. parle de toutes ces questions. Alors, on a beaucoup parlé de yoga. Sur le yoga, il y a le yoga Nouvel Esprit du Capitalisme de Zineb Fazi qui parle justement enfin, de façon générale et puis particulièrement de l'histoire du yoga. Donc voilà, déjà. On remettra toutes les références dans la description du podcast et sur le blog comme d'hab. Donc, beh, merci beaucoup pour ta contribution. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur Bah, toi? merci à toi et on peut me retrouver, sur Instagram, c'est mathilde.morinière. J'ai une lettre aussi sur, Substack, la lettre de la sorcière moderne, où je parle principalement de tarot, mais avec une vision, contemporaine et politisée. Substack, Mathilde Morinière aussi, et puis sinon il y a mon site internet qui regroupe un peu tout, mathildemorinière.com. Mmh. C'est Pour rester cohérente, c'est bien. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup et je vous dis à tout le monde à la prochaine fois pour le prochain épisode. Bah, merci à toi, Claire. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!